bonsoir chers auditeurs. C'est un immense plaisir de vous présenter ce premier numéro de Temps de campagne, un magazine hebdomadaire sur les événements électoraux dans les régions du monde sur la radio GMS. Au cours de cette émission, nous vous ferons vivre les temps forts des campagnes. Vous aurez le commentaire des journalistes chroniqueurs. Pabi Diédiou, bonsoir. Vous aurez également Souleymane Diallo à mes côtés. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Jonas. Également des propos de campagne de certains candidats, des brèves sur l'actualité politique. Également des candidats les messages des candidats seront décryptés par nos confrères analystes politiques internationaux. Ben Maktar Diop en ligne depuis Dakar, mais également Momo Duchor qui nous écoute, que je salue au passage depuis Dakar. Tenez-vous prêts, dans quelques instants, on prend le vol. Au moins 3 personnes ont été tuées dans des heures entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre mercredi à Conakry, 3 jours après une présidentielle organisée à l'issue de plusieurs mois de contestation selon la CENI. Le président sortant Alpha Condé l'emporte dans 4 circonscriptions sur son rival Cellou Dalein Diallo. Dépasse 50% dans les premiers tours dans 3 d'entre elles, des scores qui ne permettent pas d'extrapoler un résultat national selon le responsable de la Commission nationale électorale. Le camp de Dalein Diallo a accusé le chef de l'État sortant de tout mettre en œuvre pour modifier les résultats sortis des urnes à sa faveur. Qu'est-ce qui explique cette situation vraiment, Pabi Diédiou? Merci Jonas, c'est l'occasion pour moi de saluer les auditeurs de Ziguinchor. On leur dit bonsoir et soyez accrochés à votre télévision et aussi votre radio GMS. Ce fut un moment vraiment intéressant pour nous. Bon, vous venez de poser le débat. Je pense que c'est une question qui interpelle la Casamance, Ziguinchor, parce qu'on est tout à fait à côté de la Guinée, mais le Sénégal d'une manière générale. Je comprends que cette situation doit vraiment prendre en compte beaucoup d'aspects culturels, socio-culturels, mais aussi proximité entre pays, ce qui fait que ce qui touche la Guinée, la Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie nous touche, donc cette question nous préoccupe. Et je pense que le débat tel que vous l'avez posé mérite vraiment une réflexion pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela et qu'est-ce que nous allons faire pour éviter le chaos. Le chaos qu'aujourd'hui qu'on constate est dû certainement à fait que quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo, candidat, a anticipé en émettant un discours autoproclamant vainqueur. On va très rapidement. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre, et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Très rapidement au téléphone, on va essayer de saisir M. Ben Maktar Diop, analyste politique, je vous le disais au titre. Mais Ben, bonsoir. Bonsoir, Jonas. Ben, comment analysez-vous la stratégie de Cellou Dalein Diallo, autrement dit sa sortie prématurée au lendemain des élections? Sortie prématurée, on peut le dire ainsi, mais en communication politique, ça n'a rien de prématuré. Il fallait prendre les devants, anticiper, parce qu'on est en communication politique, et puis une bonne stratégie pour obliger le camp présidentiel, le candidat donc sortant, Alpha Condé, à accepter le second tour. C'était ça la stratégie. Et puis bataille de l'opinion également de la part de Dalein Diallo, qui n'est pas né de la dernière pluie, qui a déjà eu à affronter Alpha Condé. Donc l'idée pour lui, c'était de montrer que dans les grandes agglomérations, il était majoritaire, et donc avec plus de 58% des voix, des suffrages. Et donc un deuxième tour était inévitable. C'était vraiment ça l'objectif de Dalein Diallo, assez souvent taxé d'être un peu poltron, de ne jamais vouloir jeter de l'huile sur le feu, mais pour cette fois, il a voulu être offensif, au point même de contourner, de contourner la loi. Mais malheureusement, il avait en face donc toute une armada, un ensemble d'institutions
plutôt favorable au candidat sortant, ce qui fait que pratiquement, je le disais à l'entame, que le jeu était perdu d'avance pour lui, parce qu'Alpha tient à s'accrocher à ce pouvoir-là. Vous l'avez dit, oui, le jeu est perdu d'avance. C'est vrai qu'il y a des organisations sous-régionales qui sont sorties pour l'intimer, le dire que c'est pas responsable. Est-ce qu'il n'a pas perdu le jeu? Je disais, ces institutions sous-régionales, quelque part, doivent vraiment revoir leur copie parce qu'il y a la situation en Côte d'Ivoire. Ces institutions, on ne les entend pas. Alors, Dalen a compris que le fait d'être un bon élève ne paye pas en politique. Pour une fois, il a voulu véritablement se rebeller, prendre les devants, prendre l'initiative. C'était ça, en fait. Oui, on a également en ligne Mamadou Thior. Mamadou Thior, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thior, vous suivez les élections avec nous en Guinée, mais écoutez, il y a eu beaucoup de violence récemment et c'est dû pour certains à la sortie prématurée, dirais-je, d'Alain Diallo. Que pensez-vous? Quelle analyse pouvez-vous apporter également de cette sortie? Oui, après avoir salué vos auditeurs et mon ami Ben Makhtar Diop, il faut dire que la sortie de Selou peut être appréciée différemment. Certains disent que est-ce qu'il n'a pas parlé trop tôt? Et au vu des événements, on peut dire que ça a été le cas. Parce que en faisant sa sortie au lendemain du scrutin, donc il a donné du grain à moudre au pouvoir en place. Et ce qui s'est passé, c'est que le régime de Alpha quand même a pu vraiment mirer sa stratégie. Ce n'est pas pour rien. C'est lui accuse la CENI, la Commission électorale nationale autonome d'être partisane. Vous voyez les 4 circonscriptions qui ont été données hier soir. C'est pas pour rien. Dans toutes ces circonscriptions, comme par hasard, c'est Alpha Condé qui est sorti en tête. Pourtant, il y en a une quarantaine. Je pense que c'est fait quelque part à dessein. Et malheureusement, c'est la sortie de Selou qui a amené le régime à opérer ainsi. Je pense que peut-être si Selou, certes par rapport à 2010 et 2015, il ne voulait pas un peu se comporter de la même façon, mais par exemple, s'il avait attendu le lendemain, par exemple aujourd'hui, pour faire sa sortie, ça aurait plus fait mouche, parce qu'il aura laissé la CENI montrer son côté partisan. Et là, avec ces chiffres à l'appui, parce que aussi sa déclaration d'avant-hier, le problème c'est que vous ne pouvez pas dire que juste je suis sorti majoritaire. Vous le dites chiffre à l'appui. Par exemple, d'après les résultats que j'ai reçus, j'ai tant de pourcents. Mais vous dites que je suis sorti majoritaire, ça c'est assez vague comme sortie. Et le pouvoir en place l'a exploité si bien. Tout à fait. Si bien, vous gardez la ligne, nous allons vous revenir dans quelques instants. Souleymane, quelle analyse pouvez-vous apporter de cette sortie? Bonsoir à tout le monde. Selou a changé de posture. Selou a toujours été un républicain. 2010, même posture, il ne dit rien. 2015, la même chose, Selou ne dit rien, accepte le résultat des urnes, certes après quelques contestations, mais on a vu depuis les élections, Selou a changé de posture. Selou, désormais, son discours est teinté, je peux dire, un peu de fibre guerrière. Même dans la sociologie guinéenne, aujourd'hui, ça a changé. À l'intérieur même de Selou, on dit Gorko Soussaï, c'est une expression peul qui en dit long, qui signifie un homme ne doit pas avoir peur, doit s'assumer. Selou a toujours eu la posture de quelqu'un qui écoute, qui attend les consignes des autres et puis qui respecte. Je crois qu'aujourd'hui, il est en train de vraiment prendre un virage extraordinaire dans sa carrière politique. Il veut s'assumer, il veut vraiment aujourd'hui que cette amertume notée de part et d'autre, que ça soit entendu par tout le monde. Et j'ai l'impression que Selou n'a pas encore dit son dernier mot. Il a parlé de peur. On a vu que les forces de l'ordre ont encerclé sa maison. Où se situe la peur, Ibrahima Pabidjedjou? Bon, la peur, à mon avis, c'est aussi au niveau des institutions qui sont sur place et des institutions sous-régionales. Parce que quand vous l'écoutez hier, quand on lui a demandé est-ce que vous avez eu des appels venant de la part des institutions internationales, ce qu'il a fait comprendre, c'est que personne ne l'a appelé. Et dans son discours, on entend un mot revenir, le dialogue. J'ai envie qu'on fasse le dialogue. Un dialogue qui dit avoir lancé depuis longtemps, mais malheureusement, il n'a pas eu l'effet escompté. Aujourd'hui, quand on écoute encore Alpha Condé dans son dernier discours, tout récemment, il y a quelques heures, il a évoqué aussi le mot dialogue. Donc, pour dire que ce mot dialogue devrait être anticipé, mais moi, je pense que c'est pas encore tard. Si les deux prétendants à ce fauteuil présidentiel prestigieux
évoquent ces mots, vraiment, il va falloir que la communauté internationale les aide à vraiment à concrétiser tout cela. Et moi, je pense aujourd'hui, la première des choses, c'est de voir celui qui a le pouvoir, c'est Alpha Condé, qui a la police, qui a la gendarmerie, qui a l'armée, qui a l'argent. C'est lui, à mon avis, de poser les jalons, d'aller vers les négociations ou les discussions. Parce que quand le mot dialogue est pris en compte, je pense que ça pourrait régler beaucoup de choses. Maintenant, l'autre question que j'aimerais poser à nos amis Ben Mokhtar et Mamadou Thior, j'espère qu'ils sont là en ligne, c'est de savoir un peu quelle est l'analyse qu'il faudrait tirer de ce discours de Cellou Dalein Diallo, qui disait hier que aujourd'hui, là où il a soupçonné que le président Alpha Condé est en train de fabriquer des élections. Quelques heures plus tard, on a vu qu'il y a encore d'autres résultats qui sont en train d'être donnés. Quelle est la lecture qu'on devrait faire de cette déclaration de Cellou Dalein Diallo, accompagnée par des preuves à l'appui quelques heures plus tard? Monsieur Ben, d'avoir la parole en attendant Mamadou Thior. Bon, comme le disait Souleymane à l'instant, discours guerrier, offensif, il est bien conseillé, Cellou Dalein Diallo. Je me souviens juste d'une rencontre qu'on a eue à l'hôtel King Fahd ici à Dakar avec son ami Yaya Diallo, donc du Parti socialiste français. Cellou qui nous disait, mais attendez, j'ai compris, j'ai fini par comprendre que j'ai fait face à un homme qui n'est bon que dans l'adversité. Il parlait de Alpha Condé, qui a fait face à plusieurs présidents opposants pendant plusieurs années, et même s'il veut se sentir bien dans sa peau, il lui faut se mettre dans la peau d'un opposant. Et Cellou, le républicain, comme disait Souleymane, a totalement changé de posture. Soit il perd pour mieux se préparer, donc pour le dernier combat qui lui permettra d'arriver au pouvoir dans 5 ans, parce qu'il n'a que 68 ans, donc très loin derrière Alpha Condé, ou bien il se laisse happer par le système Condé qui va préparer un dauphin susceptible de remplacer Condé dans 5 ans. Donc il y a la bataille et du présent et de demain, donc, parce que l'avenir c'est déjà aujourd'hui que ça se prépare, raison pour laquelle Cellou change totalement de fusible et de position parce qu'il est obligé. Et la fabrication de chiffres dont il parlait tout à l'heure, vous le dites quoi? En fait, s'agissant du chiffre, vous savez, dans nos pays, c'est toujours comme ça. Chaque candidat a ce qu'on appelle son shadow cabinet, qui calcule sur la base des résultats partiels issus des bureaux de vote qui lui parviennent. Maintenant, moi, la seule chose que je déplore dans cette histoire, c'est que peut-être les médias locaux guinéens auraient pu les départager dès le premier soir. Comme le disait... On va y revenir très largement. Oui. Juste, vous avez tantôt parlé de Dakar. Dakar, où il a tenu un important discours, c'est lors de la campagne électorale que je vous propose d'écouter. Il n'y a aucune chance qu'Alpha soit élu, en tout cas dans les urnes. Et je pense que les risques d'un coup d'État, enfin d'un hold-up électoral, comme ce fut le cas dans le passé, sont moindres aujourd'hui, parce que les Guinéens sont déterminés. Oui, les Guinéens sont déterminés. Monsieur Mamadou Thior, est-ce que réellement Alpha Condé, s'il perd le pouvoir, est prêt de lâcher? Mais il doit lâcher s'il a perdu. Et c'est là où j'ai rejoint mon ami Ben. Vous savez, le modèle sénégalais, nous de la presse, ce qu'on a fait en 2000, en 2012, aurait pu aider. Et je parlais à des confrères guinéens, je les ai dit, vous êtes laissés avoir. Parce que c'est vrai, l'organe de régulation, disons, qui est un peu le pendant du CNRA là-bas, a menacé un site et l'a fermé pendant un mois. Et là, tout le monde s'est mis à carreau. Je pense que dès le premier soir, si on savait ce qui est réellement sorti des urnes, parce que c'est important, aujourd'hui on ne parlerait plus de ça, parce que maintenant, peut-être qu'on ne saura jamais qui réellement de Cellou ou de Alpha a gagné dans les urnes, parce que ça aussi, c'est ça l'enjeu. Il y a la loi électorale qui l'encadre, qui l'interdit. Oui, mais même au Sénégal, vous savez, c'est pas, mais nous nous sommes battus pour l'imposer. Et c'est devenu une tradition. Ce que la loi n'interdit pas, je pense qu'il faut toujours avoir de l'audace pour l'arracher. Parce que ça aurait aidé. S'ils avaient commencé, comme ils le faisaient d'ailleurs, on les a arrêtés, à donner les résultats. Je pense, dimanche à 23h, on saurait qui a gagné avec les premières tendances. Aujourd'hui, avec ce qui se dessine, c'est que vraiment, on ne sait plus où on va. Alpha
la CENI donne des résultats qui placent, pour les premiers résultats, donc qui placent Alpha nettement en tête. C'est lui en train de revendiquer sa victoire. Donc il y a un imbroglio politique et avec ces morts qu'on commence de nouveau à décompter, malgré les autres dizaines de morts depuis octobre 2019, quand Alpha a fait part de sa volonté donc de changer la constitution. Je pense que on aurait pu nous épargner tout cela si la presse avait été audacieuse en faisant son job, quitte à subir les conséquences après. Tout à fait, Souleymane. Vous avez écouté tout de suite Mamadou Thior, il parle de la presse. Est-ce que la presse fait son rôle de veille en Guinée, vous qui connaissez ce pays-là? Alors, la presse en Guinée fait son rôle de veille, bien évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement en Guinée? Il y a eu un recul, certes, au lendemain de ce scrutin-là, et il y a eu, comment je l'appelle, c'est une peur peut-être, parce que voilà, il y a des intérêts tout le temps. Et un média comme Espace, qui est un média très suivi en Guinée et puis très puissant, ou bien un autre média que j'oublie le nom, dirigé par Antonio Soare, le propriétaire de Orea FC. C'est des médias qui ont des moyens concernant un pays comme la Guinée. Pour moi, il fallait s'affirmer et prendre les devants, Ben l'a rappelé, comme nous en 2012, comme nous en l'an 2000 également. Aujourd'hui, le constat, il est juste amer concernant la Guinée. Comment on peut interdire aujourd'hui à des médias au XXIe siècle de pouvoir donner des résultats à temps réel à l'heure de la fermeture des bureaux de vote? Je crois que sur ce coup, ils se sont laissés avoir, et c'est vraiment désespérant pour la Guinée. Merci. L'objectif du gouvernement est que ces élections nous permettent de refermer définitivement les pages sombres de notre histoire récente et qu'aucun d'entre nous ne souhaite revivre. Oui, vous le savez, comme vous le savez bien, on est en Côte d'Ivoire où beaucoup de sorties, de polémiques sur cette élection. Je vous permettrai rapidement d'écouter l'extrait de Guillaume Soro sur cette élection. Aller à l'élection avec M. Ouattara, c'est cautionner la forfaiture, c'est valider le coup d'État. Vous voyez? Et c'est pourquoi d'ailleurs, aucun candidat, même retenu, ne doit accompagner Ouattara. Ouattara, son mandat est terminé. Le combat que nous engageons, ce n'est pas un combat pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'Afrique. Pabi Ibrahima Diédhiou, quelle analyse sportive? Oui, c'est vraiment un cri du cœur qui, à la limite, alerte sur beaucoup de choses. Lui, quand il parle, on sent nettement que quelqu'un qui parle avec le cœur. Ce fut un ancien Premier ministre, quelqu'un qui était aussi dans le côté de la rébellion, quelqu'un aussi qui a une idée de comment, selon lui, la politique doit être menée. Et moi, je pense que le combat reste au niveau des Ivoiriens. Le combat qui doit revenir aux Ivoiriens, c'est de faire d'abord de sorte que ce que nous avons vécu en 2010 ne revient plus, parce que ce fut un moment très historique et à la limite très alarmant, très sombre, qui à la limite assombrit la page de l'Afrique noire. Je pense que, à mon avis, cette question de la Côte d'Ivoire, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit l'actuel président qui est au pouvoir et qui demande encore notre suffrage, même si au début c'était ce qu'on n'avait pas espéré, mais c'était à la limite quelque chose que personne ne s'attendait. Mais s'il prend un motif pour dire que mon challenger est décédé, il n'y a pas quelqu'un pour me remplacer, à la limite c'est la déception du siècle, dire qu'il n'y a pas de relève au niveau de la jeunesse pour régler tout ce problème-là. Oui, Ben Maktar. Oui. Maktar, est-ce que, à voir ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura réellement élection? Il y aura élection puisque Alassane Dramane Ouattara, candidat à sa propre succession, fera tout pour se maintenir. Maintenant, tout dépend de la capacité de mobilisation, de planification et d'organisation de ceux qui sont en face. Rappelons-nous bien, Gbagbo disait, il n'y a personne en face. Sa femme lui rappelait, Simone pour ne pas la citer, tu es un homme, il faut aller au charbon. Aujourd'hui, si Alassane, qui n'avait pas tout mené le combat, parce que c'est Soro qui menait le combat à l'époque,
dit qu'il n'a pas de challenger, mais il pousse dans ses derniers retranchements un jeune comme Guillaume Soro. Donc, il y a un combat générationnel qui se pose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devait fermer une page, celle de Gbagbo, de Bédié, de Ouattara, pour avoir en face le camp donc d'Alassane avec les Gon Coulibaly, Ambak, et de l'autre côté, Guillaume Soro. Malheureusement, cette génération va devoir attendre. Et j'estime que tout est entre les mains de Guillaume Soro. Est-ce qu'il a encore les moyens? Est-ce qu'il a encore les alliances pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire afin que les élections ne se tiennent pas? C'est là la clé donc de ce scrutin à venir. En tout cas, il y a une trouble en Côte d'Ivoire et sur ce, je vous propose d'écouter un extrait très rapidement. Personnellement, je ne vois pas d'élection d'abord avec ce qui se passe dans le pays. Si c'est tel qu'on le voit, il ne peut pas avoir d'élection le 31 octobre. Il serait mieux que les dirigeants politiques s'asseyent ensemble, ils discutent et trouvent des solutions pour le peuple. Ils doivent d'abord penser à l'intérêt des Ivoiriens que nous sommes, du peuple qui souffre depuis plus de 10 ans. On a vu le schéma en 2010, ce que ça a apporté. Les traces sont encore là. Certains ont perdu l'emploi, d'autres ont été tués. Pensons à ces familles-là et que ces dirigeants s'attendent pour que la Côte d'Ivoire ait une fois de bon la paix. Oui, monsieur Momodou Thior, l'opposition a appelé à boycotter les élections, notamment le camp d'Affinguessan et de Affinguessan. Oui, quelle analyse apportez-vous? Oui, de Bédié, si vous voulez. Quelle analyse apportez-vous à ces décisions-là, ces mots d'ordre? Oui, on peut dire que c'est logique, parce que vous savez, Ben le disait tout à l'heure, pour Alassane Ouattara, il a même dit aux opposants, la Bédié et Afi, qu'ils arrêtent de se faire des illusions. L'élection aura bien lieu à date ici. Ça veut dire qu'il a pris la précaution. Vous avez vu les 4 candidats retenus. Il y a 2 opposants, c'est-à-dire qui pèsent lourd, Affinguessan, l'ancien Premier ministre, et Bédié, l'ancien président. Mais il y a un 4e candidat, KKB, Kwadjo Konan Bertin, qui est un faire-valoir du régime. On connaît la situation en la scène politique ivoirienne. On sait très bien que même au niveau de ses parrainages, comment il a pu l'obtenir, les commentaires continuent là-bas, bon train en Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, Alassane Dramane Ouattara, c'est donc aménager cette marche en cas de désistement d'Affinguessan et de Bédié. Il est là avec KKB. Donc, parce que lui, l'essentiel, c'est que le scrutin ait lieu, peu importe qui il a en face. Donc, de ce côté-là, ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait encore d'autres morts. Parce qu'on l'a vu en 2010. Et c'est là où c'est désespérant que le trio Bédié, vraiment Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara continuent à tenir en otage le pays. Parce qu'ils ont eu la chance de diriger à chacun à leur tour. Ils devaient céder la place aux plus jeunes. Malheureusement aussi, les jeunes cadres, que ce soit au niveau du RHDP, au niveau du PDCI, ne s'affirment pas. Mais quand vous prenez les Jean-Louis Billon du côté du PDCI, qui devait s'affirmer là où Bédié à 86 ans veut lui aussi être président de la République, je pense que si on demande à Ouattara de se retirer, il faut que Bédié aussi se retire. Et les Gbagbo, ils n'ont plus rien à faire et laisser la place aux jeunes. C'est ça réellement. Ouvrir une nouvelle page. Vous voulez un rajeunissement de la scène politique ivoirienne? Oui, ça peut être rajeunissement, mais qu'on ferme la page de Alassane Dramane Ouattara, de Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. On y reviendra de toute façon. En tout cas, une mission de la CEDEAO dirigée par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères pour la 2e fois en une semaine a aussi exhorté les candidats de l'opposition à reconsidérer sérieusement leur décision de boycotter l'élection et à appeler leurs partisans à se lancer dans une désobéissance civile pour protester contre le processus électoral. Et je vous propose d'écouter cet élément de la CEDEAO. La mission a exhorté les candidats à la présidentielle du PDCI et du FPI à reconsidérer sérieusement la décision de boycotter l'élection et l'appel à leurs partisans à se lancer dans la désobéissance civile pour protester contre le processus électoral, mais plutôt à œuvrer de façon sérieuse pour parvenir à un consensus sur le processus électoral
puisqu'ils pourraient ne pas être en mesure de contrôler les excès qui résulteraient de leur appel à la désobéissance civile. Pabi Baramadiédiou, la CEDEAO sera-t-elle écoutée? Je pense que la CEDEAO telle qu'on la connaissait aujourd'hui risque d'être un peu déçue en ce qui concerne le respect de ces directives. Pour ce qui est de la Gambie, ce fut un succès, mais la transition de la Gambie avec ceux qui restent maintenant, on constate qu'il y a quelque chose. Peut-être que c'est pas la même situation ici, on est en presse. Oui, c'est pas la même situation, mais c'est le phénomène politique qui bouge de pays à pays. Quand vous regardez tous ces pays de la sous-région, on un dénominateur commun. Mais je pense que la démarche de la CEDEAO doit aller dans le sens de la prévention. C'est là que je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore d'être fait carrément. Quand nous prendrons l'exemple du Mali, vous verrez que ça n'a pas été anticipé comme on le souhaitait. C'est comme si on attend pour que la chose se détériore pour maintenant vous jouer au sapeur-pompier, les médecins après la mort. Ça, c'est ma désolation. La posture de la CEDEAO, Souleymane. J'aimerais bien extrapoler, parler de la CEDEAO, mais Jonas, tu vas m'excuser. Moi, je fais pas beaucoup confiance et j'ai pas beaucoup d'espoir à ces organisations-là, parce que voilà, de tout le temps on peut faire un bilan et on peut ne pas être satisfait des différentes missions menées en Afrique. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière et parler de cet extrait de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui parle de la problématique du troisième mandat. Et pourquoi ne pas étendre cette problématique-là, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais sur le reste Je pense qu'il a parlé de l'Afrique. Sur le reste de l'Afrique, bien évidemment. Ça, Merci. Sur le reste de l'Afrique, ça va régler beaucoup de problèmes. En Guinée, on ne serait pas arrivé là. Le problème camerounais serait vite réglé. Le problème au Congo également serait vite réglé. Mais ça interpelle également sur la mission et les postures que les jeunes doivent avoir. Aujourd'hui, la scène politique demande à se réinventer. Et je crois que les jeunes aujourd'hui doivent entrer en politique et doivent prendre leur destin en main et s'engager pour vraiment qu'on n'arrive pas à cette situation. Parlant de la Côte d'Ivoire, une influenceuse très respectée à Abidjan qui s'appelle Edith Brou, qui depuis plus de 10 jours est en train de faire une campagne sur Internet, est en train d'appeler à la paix, est en train de rappeler cette belle Côte d'Ivoire que nous avons et que nous partageons tous en Afrique, qu'il faut sauvegarder pour ne pas revenir en 2010. People out there need help. But why didn't you do it over the last 25 years? Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up. You were a senator. You're the worst president America has ever had. Come on. En tout cas, c'est le débat entre les deux candidats aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden. Très rapidement, je me tourne sur Mamadou Thior. Il y a les sondages qui sont défavorables à Donald Trump. Quelle analyse pouvez-vous apporter? Est-ce que on peut se fier aux sondages? Je ne sais pas si vous permettez, je voudrais dire un mot sur la Côte d'Ivoire d'abord. Allez, revenez très rapidement parce qu'on est pris par l'heure. Oui, juste pour dire que donc, la CEDEAO, son comportement en Côte d'Ivoire peut être compréhensif. Parce que vous savez, celui qui est de la commission, Jean-Claude Cassibro, c'est Ouattara qui l'a mis là-bas. Ouais. Donc, on ne peut pas beaucoup attendre. La fermeté que la Côte d'Ivoire que la CEDEAO a affichée au Mali récemment, vous savez, elle s'est montrée intransigeante jusqu'à obtenir de la junte de se conformer à ces desiderata. Donc je pense que si la Côte d'Ivoire, la CEDEAO a fait preuve de la même fermeté, mais c'est un peu ce qu'on appelle la fermeté à géométrie variable, c'est regrettable. Donc ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. C'est bien ça. Bon, bien que quand même en tant qu'organisation, la CEDEAO est beaucoup en avance comparée à la CEMAC en Afrique centrale et autres. Mais bon, au plan politique, il y a beaucoup de ratés, il faut le reconnaître, parce que la CEDEAO ne s'assume pas agit de moins à la tête du client. Tout à fait. Comme on dit. Tout à fait. Donc pour venir un peu aux États-Unis, les sondages, est-ce que qui sont défavorables à Donald Trump? Oui, défavorables. Et on était dans la même situation en 2016. Il faut être prudent. Les Américains, c'est des gens c'est un peuple qui est assez complexe. Et vous savez, Donald Trump tient le discours qu'ils veulent entendre. Donc l'Américain, si vous avez la chance de visiter, vous savez que c'est des gens qui se préoccupent le moins du monde de ce que le reste du monde pense de leur pays. Donc ça, c'est une donne à prendre en compte. Mais bon, la nouveauté cette année, c'est qu'au moins les Américains ont vu à l'œuvre Donald Trump.
Ils ont vu que, par exemple, dans sa gestion de la Covid, ça a été catastrophique. Et Donald Trump, dans les différents discours, il s'en est attaqué aux vétérans, les militaires, anciens militaires américains, les qualifiant de losers, tout ça là. Donc ça, il s'est un peu mis à dos une bonne frange des électeurs qui avaient voté pour lui en 2016. Et je pense que bon, en face, Joe Biden c'est mieux que Hillary Clinton. Parce que ce qui s'est passé en 2016, c'est que Hillary Clinton pensait que l'élection est gagnée d'avance. Elle n'a même pas battu campagne dans quelques États clés. Résultat des courses, elle a perdu. Ce qui s'est passé cette année, c'est que Joe Biden ne commet pas cette erreur. Elle a été surpris. Vous le voyez, il fait le tour de tous les États indécis. Et ça aussi, ça peut être bénéfique le jour J. Pour terminer, la mobilisation des électeurs. Regardez le vote anticipé. Les gens font des heures dans les queues des files indiennes. Ça veut dire qu'il y a une certaine détermination. En 2016, beaucoup de démocrates étaient restés chez eux. Ok. Mamadou Thior, avant de vous lâcher, il va falloir qu'on essaie d'analyser un peu ces propos de Joe Biden et Donald Trump. Quand Donald Trump et Joe Biden disent tous les deux que c'est l'élection la plus importante de l'histoire, quelle est l'analyse qu'on doit retenir de ces quelques mots qu'ils ont en commun? Mais parce que l'Amérique n'a jamais eu un président comme Donald Trump. Quelqu'un qui est venu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et qui a tout chamboulé. Tout à fait. Prochaine phase, Joe Biden a dit que c'est l'âme de la démocratie américaine qui est en jeu. En tout cas. Et cette démocratie-là a plus de 200 ans d'existence. Merci, c'est déjà bien ils ont compris. eu quelqu'un à la Maison-Blanche comme Donald Trump. Et c'est ça un peu l'enjeu du scrutin. En tout cas, c'est fait un énorme plaisir de vous avoir. De toute façon, nous sommes de retour au Sénégal, précisément à Ziguinchor, après un voyage où nous sommes rendus à Conakry, ou à, Yamoussoukro, mais aussi à New York, en ce temps de campagne pour les élections présidentielles. Amis auditeurs, c'est un plaisir de vous plonger dans cette ère de campagne présidentielle. Rendez-vous mercredi prochain avec les chroniqueurs Pabi Ibrahim Diédiou, Souleymane Diallo, mais également avec nos analystes et journalistes Ben Maktar Diop, Mamadou Thior, pour un autre numéro de temps de campagne. Mais surtout, restez connectés sur la 89.3. Vous aurez quelques instants l'édition en Wolof.